abagome ntihabe urugomo ntihamaze imwe ntihabe n'ishyari numvise ku isi muyizenguruka uturangire rwose tugeyo. Bonjour Maître Philpot. Hey, bonjour, bonjour. Au plaisir de vous revoir. Moi aussi, comment cela va-t-il au Canada? On m'a dit qu'il y a beaucoup de neige pour l'instant, que les conditions atmosphériques sont détestables. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est différent des autres années ou c'est vraiment un changement? Le mois de janvier est froid cette année. Personnellement, j'ai grandi dans le froid et j'adore ça. Ben voilà, tout le monde n'adore pas, mais tant qu'il y a des heureux avec ça, eh bien, on l'accepte et on fait avec. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de météo. Nous avons un sujet qui vous concerne, vous et moi, vous en tant qu'avocat et moi en tant qu'activiste rwandais. Il s'agit de la situation dans laquelle baignent malheureusement 9 compatriotes rwandais qui étaient devant le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, pendant des années, qui ont connu la prison. Certains ont été acquittés, mais sont restés à Arusha pendant des années sans pouvoir rejoindre leur famille. Et d'autres qui avaient été condamnés ont été libérés. Mais toutes ces personnes-là aujourd'hui, alors que le tribunal a conclu un accord avec un pays africain, le Niger, pour ne pas le nommer, eh bien, il y a une procédure d'expulsion. Et nous, on se demande dans quel monde on est. Si un pays signe un accord avec les Nations Unies pour se dédire le lendemain, où est-ce qu'on va? En plus, les pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pouvaient accueillir et qui devaient accueillir nos compatriotes, ne veulent pas. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots toute cette affaire en présentant éventuellement d'abord l'historique du tribunal pénal international et ensuite de l'affaire des 9 Rwandais qui sont au Niger, qui ont perdu leur liberté alors que les Nations Unies pensaient la leur rendre. Vous nous direz tout ça. Maître, à vous la parole et merci d'être venu dans notre émission. Voilà. Alors, le tribunal pénal international pour le Rwanda a été formé par le Conseil de sécurité en 94, novembre 94. Il devait juger les deux côtés, mais malheureusement, il visait les perdants de la guerre seulement et on ne rentre pas dans toute l'histoire de 2003-2004 lorsque Mme Del Ponte voulait poursuivre les criminels du FBR et qui étaient protégés. Mais c'est trop compliqué pour entrer dans tout ça, mais c'est très important. Alors, les accusés ont subi leur procès et disons qu'il y a eu beaucoup d'acquittements des gens qui seraient en autorité, c'est-à-dire les planificateurs, les organisateurs, les comploteurs du soi-disant génocide. J'aime pas le terme génocide, mais il y a eu beaucoup d'acquittements et ce qui s'est passé, c'est que après les acquittements, et souvenons-nous, les Nations Unies ont dépensé, je pense que le chiffre est $1 milliard pour faire ces procès. Donc, ce n'est pas être pris à la légère des acquittements, c'est des vrais acquittements. J'en ai fait un. Alors, voilà. Alors, il y a des acquittés qui ont sorti de la prison en 2004, 2006, 2007, 2009, 2011. Et le tribunal les a mis dans ce qu'on appelle la maison sécurisée. À ceux qui ont été acquittés, certains ont été acceptés en Belgique ou en France pour toutes sortes de raisons. D'autres sont restés là et on ajoute à cela quelques personnes qui ont purgé leur peine, souvent des courtes peines, et qui sont aussi dans les maisons sécurisées, la même maison. Ils sont là depuis 2004, certains, jusqu'à 5 décembre 2021. La tragédie ou l'injustice derrière tout cela, c'est que les pays qui ont parrainé le tribunal
l'Angleterre, la France, Belgique, Canada, États-Unis, refusent maintenant de prendre les gens qui sont libérés, y compris les acquittés. Un acquittement veut dire vous n'êtes pas coupable. Et on refuse de les faire venir en Europe ou au Canada. On se rappelle ces pays malheureusement blancs qui ont été les auteurs de l'esclavage et ensuite de la colonisation. Ils ne semblent pas avoir compris leur devoir et leur leçon en droit de l'homme quand ça s'applique aux Africains. Bon, alors on va nous ramener à 2021. Le greffier du tribunal a tenté, d'une certaine façon, de les faire venir en Europe ou dans d'autres pays. Finalement, il y a eu un accord pour les amener au Niger, qui est un pays, bon, un peu chaud, très chaud, mais ils devaient les amener au Niger avec un certain montant de $10 000, logement pour un an. Et après cette année, les Nations Unies n'avaient plus de responsabilité, mais on leur donnerait une carte d'identité. Ils peuvent ouvrir un compte de banque. Ils peuvent voyager dans la région, si je comprends bien. Alors, les gens ont accepté cette offre 8 sur 9. Il y a M. Jérôme Beacham-Mpaka qui a refusé. Et il est encore en Tanzanie et sa famille tente de l'amener au Canada. Peut-être il était plus sage que les autres, mais je ne suis pas là pour critiquer les décisions. Actuellement, on est dans une crise tout autre actuellement. Alors, les 8 hommes sont arrivés au Niger le 5 ou 6 décembre dernier. On les a mis dans leur logement. On les a fourni leur carte d'identité et ça semble avancer. Je ne pense pas qu'ils ont eu le $10 000. Je pense qu'il y a une personne, mais ça, c'est un détail que je ne maîtrise pas. Et bon, on pensait peut-être que ça irait, il y a du bon, du mauvais avec ce projet. Alors, j'ai appris vers le 20-21 décembre qu'on avait enlevé leur carte d'identité. Je me disais, oh, ils ont dit, on va l'améliorer, on va faire des corrections. On s'en doutait, j'avais pas d'inquiétude. Et le 27 décembre, j'ai eu un appel du fils d'un des accusés, l'une des personnes acquittées, qui me dit, John, ils veulent nous expulser. Je dis, bon, c'était Noël. J'ai regardé mon téléphone, wow, expulsé. Alors, il s'avère que le Niger avait envoyé un avis d'expulsion pour motif diplomatique à ces 8 hommes. Et après avoir signé une entente pour leur donner des documents d'identité et une résidence. Ça, c'est inouï. C'est comme incompréhensible. Moi-même, j'étais abahi. Je ne savais pas quoi penser. Et évidemment, c'est très inquiétant parce que ces hommes sont des Rwandais. Et on peut s'imaginer que le Rwanda leur donnerait une carte, un passeport unique pour voyage au Rwanda, avec ce que cela veut dire. On a appris par les nouvelles qui semblent crédibles, et c'est crédible, mais je ne peux pas vérifier tous les détails, que M. Macron avait rencontré Paul Kagame pour que M. Kagame fasse le gendarme au nord du Niger, soi-disant, contre les djihadistes. Tout un autre sujet, parce que je n'ai pas confiance ni en Kagame, ni en la France. Et Kagame avait dit, mais vous devez déporter les 8 génocidaires. Alors, ça semble être l'histoire. Il était à Paris entre le 19 et le 21, le 18 et au 20 décembre. Alors, c'est très inquiétant et on a un de mes collègues, je représente une personne, un de mes collègues a demandé au mécanisme. Le mécanisme, c'est le tribunal. Sauf que ça comprend aussi les restants ou la complémentarité du tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
Alors, on réunit ça dans un seul tribunal. Ça fonctionne à peu près comme le tribunal, mais pas à temps plein, bien sûr. Alors, le mécanisme, il y a eu un recours et le 31 décembre, le mécanisme a ordonné au Niger de surseoir à toute déportation jusqu'au règlement final. C'est important de comprendre. Ça peut être 6 mois, 3 mois, 4 mois. Et de fournir d'appliquer l'accord avec les documents parce qu'ils avaient été enlevés. Ils sont aussi, il y a une garde militaire de la maison, ils ne peuvent pas sortir. Et ils ont ordonné au Niger de faire des représentations dans les 30 jours, ça veut dire avant la fin de janvier. Le Niger a envoyé apparemment une note verbale en disant on va suspendre ça pour 30 jours. Et on est rendu là maintenant. Et, nous avons fait d'autres recours et le tribunal a fait ce qu'on appelle un ordre additionnel pour ordonner à Niger de retourner les documents, d'enlever la garde militaire de leur maison et de leur permettre de circuler et de s'assurer que l'accord soit maintenu jusqu'au règlement final du dossier. J'ai appris ce matin qu'au tribunal suprême, je ne sais pas le nom du tribunal, au Niger, l'avocat du gouvernement s'était présenté et je n'ai pas le procès verbal, mais c'était reporté une semaine. Et je n'irai pas plus que ça parce que si je parle sans savoir exact, je parle à travers mon chapeau. Alors, le Niger est en outrage au tribunal et il faut penser à ces hommes-là. Les acquittés. Ils sont libres. Ils sont vieux aussi. Moi, je suis un peu vieux. Vous avancez dans l'âge aussi, mais certains sont 84 ans. Le plus jeune, je pense, qui est 58 ou 60 ans. Alors, et les gens qui ont fait leur temps, il faut se rappeler la faiblesse des jugements du tribunal international pour le Rwanda. Il ne faut pas faire la distinction entre les acquittés et les libérés. Ben, il y a un acquittement, il y a une distinction à faire, mais tout le monde doit être respecté. Alors, on a pris avec ce problème et les Nations unies ont cette responsabilité. Nous voudrions que les Nations unies, le greffier, envoie quelqu'un en permanence pour montrer au monde que les Nations unies sont derrière ces 8 hommes. Le Niger ne peut pas les déporter. J'aimerais ça y aller moi-même. Bien, avec le COVID, ce serait un peu difficile. Mais voilà. Alors, je pense qu'on est rendu là. Et si vous avez des questions, je peux expliquer un peu plus. C'est un problème fondamental qui affecte toute la crédibilité de la justice internationale, qui est déjà assez, comment dire, on a publié des livres, il y a beaucoup de livres qui montrent la faiblesse des jugements. Judy Rever a fait beaucoup de travail sur la cachette des preuves. Alors, voilà. Justement, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé que des 8 hommes qui sont au Niger, mais il y a quelque temps, on a lu que le gouvernement tanzanien avait aussi menacé d'expulser Jérôme Bichamumpaka. Est-ce que Jérôme Bichamumpaka est toujours sous l'autorité ou sous la garde des Nations unies ou alors par l'accord avec le Niger, puisqu'il était parmi les 9, il a perdu son statut de protégé ou pas? Première chose, je ne suis pas la porte-parole de Jérôme Bichamumpaka. Je ne veux pas me tromper. Toutefois, j'ai compris que les Nations unies ont prolongé son séjour dans la maison sécurisée. Il y a des problèmes de santé et je présume qu'il reçoit des soins, mais il est tout aussi vulnérable que les 8 hommes et tout aussi injustement traité que les 8 hommes.
dans ce cas-là, je ne blâme pas complètement la Tanzanie parce qu'ils n'ont jamais signé d'accord pour le garder. Et je tiens responsable les Nations Unies sur cette question-là. Et évidemment, on supplierait le Canada ou de la Belgique de l'accepter parce que c'est un homme digne qui était aux Nations Unies pendant la guerre. Vous avez dû être en contact avec lui à ce moment-là. Vous étiez ambassadeur, je pense. Alors, pareil, oui. Comment on peut le blâmer? Le Canada présume que toute personne au gouvernement est un génocidaire. Ça, c'est une présomption juridique en droit de l'immigration canadienne qui de toute façon, n'a pas de bon. Il a été acquitté, maître, si mes souvenirs sont bons. Il est acquitté, absolument. Tout mais à fait. Et en plus, même vous-même, nous sommes dans le cas du Niger. Étant donné que le Niger voulait expulser ses camarades qui sont à Niamey, je ne vois pas comment et pourquoi la Tanzanie ou alors les Nations Unies l'enverraient à Niamey alors que ses camarades sont menacés d'expulsion. Donc, ce n'est que tout à fait normal que les Nations Unies poursuivent leur protection pour… c'est absolument, vous avez absolument raison. Et nous travaillons avec le greffier. Nous avons des échanges avec le greffier. Nous demandons au greffier d'aller sur place. Nous demandons au pays, au Conseil de sécurité, de poser des questions sur cette situation. Je n'aime pas ça crier racisme tout le temps. J'aime pas ça parce que c'est tellement facile. Mais si ces hommes étaient des Blancs du Canada ou de la France, je pense qu'il y aura plus d'action que ces hommes un peu âgés rwandais qui sont ternis avec le soi-disant génocide. Et j'aime pas ça crier racisme. Je dirais même que si ces gens étaient des Canadiens ou des Français, leur pays n'aurait pas accepté qu'ils aillent être traités de la sorte à Arusha, tout simplement. Vous savez, il y a des pays occidentaux comme les États-Unis qui ont refusé de signer le statut de Rome, par exemple. Eh bien, c'est pour protéger leur population, leurs citoyens. Hein. Ça, c'est réservé aux Africains en général. Ce genre de situation, ce genre de traitement est réservé aux Africains, vous avez raison. Mais alors, le Canada, lui, même si vous n'êtes pas l'avocat de Jérôme, le Canada n'est pas une ancienne puissance coloniale. Comment expliquer l'attitude du Canada? Bon, parler du Canada, c'est toute une question parce que le Canada fait partie des Five Eyes. Le Canada, c'est un pays d'origine britannique. Le Canada a fait l'expansion vers l'ouest du Canada en renvoyant les Premières Nations et les métissés francophones à Winnipeg dans l'ouest canadien. Le Canada est très pro-américain maintenant après avoir s'être sorti un peu du giron britannique. Alors, le Canada était allé dans la guerre du bois en Afrique du Sud en 1907. Oui, le Canada est allé avec les Britanniques. Alors, le Canada a une certaine pensée coloniale. C'est des questions, comment dire, l'exceptionnalisme canadien, le drapeau du Canada, Canada est au-dessus de tout. Le Canada suit un peu comme les États-Unis. Mais ça, c'est une autre question très importante. Et le Canada parle des droits de l'homme, mais sont pas… c'est un euphémisme à dire qu'ils ne sont pas trop zélés lorsqu'il s'agit des gens qui ne l'aiment pas. Est-ce qu'il y a moyen ou est-ce qu'il y a lieu d'imaginer aussi le passé du Canada au Rwanda, c'est-à-dire pendant la guerre avec le général Roméo Dallaire et après lui l'autre général canadien. Après, il y a eu Louise Arbour, qui est aussi une citoyenne canadienne, qui était procureure du TPIR. Est-ce que tout ça est l'attitude de ces trois personnalités après le génocide de 1994? Est-ce que leur attitude n'a pas
influençait un peu trop la diplomatie canadienne à l'égard, je vais le dire, à l'égard des ressortissants Hutus du Rwanda. Absolument. Et le Canada avait une passé assez positif avec les Pères blancs avant la guerre, dans les années 70 et 80. C'est une partie qui est oubliée et des Pères blancs qui ont été tués par la FPR, on le sait. Alors, d'embarquer sur la discussion du Canada, c'est un gros sujet. Roméo Dallaire, qui passait par-dessus son chef, nous le savons. Roméo Dallaire avait des contacts avec le US State Department, on comprend. Roméo Dallaire faisait des fausses larmes, à mon avis, sur le génocide. Moi, je n'accepte pas l'histoire du génocide, de la maladie psychiatrique de Dallaire. Personnellement, j'ai des doutes. Je ne suis pas dans son intimité, mais je n'y crois pas. J'ai serré la main du diable, on parle de tout le monde qui sont du côté majoritaire, ils mettent toujours des termes péjoratifs sur M. Bagosora, des gens qui... Tandis que les hommes qui ont défendu le Rwanda, certains je connais, M. Bagosora, je le connaissais, le chef d'État militaire, dont le nom je perds, mais je connais son fils, c'était des hommes extrêmement doués, dévoués, sérieux, et on les étiquette avec des termes péjoratifs qui font preuve du racisme. Alors, ça c'est la honte pour le Canada, c'est la honte pour M. Dallaire. Et ça, c'est tout un autre sujet qu'il faudrait peut-être aborder à une autre occasion. Il y a d'autres personnes qui sont mieux informées que moi sur cette question, mais voilà. Non, on fera une deuxième partie de l'émission, effectivement, pour aller un peu plus loin dans le process judiciaire du TPIR avec le déroulement des différents procès, parce que là, on parle du cas actuel, qui est en fait un aspect diplomatico-judiciaire, où on voit un mélange des genres. Maître, j'aimerais aussi peut-être que vous expliquiez, parce qu'on nous parle du mécanisme résiduel, on parle du greffier, et vous avez utilisé un terme que je retrouve dans les décisions, ou en tout cas dans les notifications que le mécanisme judiciaire a adressées au Niger, en utilisant le terme ordonne. OK, j'explique. Est-ce que ordonner, ça s'utilise entre un mécanisme résiduel ou alors un tribunal international à l'égard d'un État souverain? Est-ce que ça ne peut pas être mal pris ou alors c'est juste un terme juridique? Non. L'article 28 du statut du TPR qui est adopté et transféré au mécanisme permet au tribunal d'ordonner aux États d'accomplir des actes qui sont dans la juridiction. Toute une série d'ordonnances qui étaient rendues par le tribunal pour ordonner un tel et tel pays de fournir le nom de tel témoin, de fournir les documents. Alors, le tribunal est doté avec ce pouvoir exceptionnel d'ordonner lorsque les hommes étaient arrêtés, dit au Cameroun, en Norvège, au Mali, dans les années 90, c'était en vertu des ordonnances d'arrestation que les gens ont été ramenés au tribunal. Ironiquement et horriblement, il n'y a pas de principe de statu quo ante, c'est-à-dire que, et je parle du cas de Protésé Razo, qui est arrêté à Zaventem, à l'aéroport de Bruxelles, OK? Il est arrêté là-bas en vertu d'un mandat. Ben, c'était pas fondé, mais il y a un mandat. On l'a amené au tribunal en octobre 2002. Il était quitté en novembre 2009. Il est encore en Tanzanie, mais le tribunal n'a pas le pouvoir de le ramener en Belgique parce que c'est un tribunal qui... En fait, le tribunal
ne pensait jamais qu'il y aurait des acquittements. C'est ça la pensée. En fait, c'est ça qu'il pensait. Mais heureusement, le peuple rwandais et les avocats, mais moi, je ne veux pas mettre trop d'emphase sur les avocats, le peuple rwandais s'est rallié pour s'opposer aux mensonges du tribunal. Et il y a eu un certain succès. Et vous avez témoigné, les gens ont témoigné pour les gens qui ne faisaient pas nécessairement partie de leur famille politique, parce que les gens savaient que l'histoire était mensongère, l'histoire qu'ils voulaient vendre aux juges. Et en partie, on a gagné, nous avons les avocats et la population, le peuple a gagné d'une certaine façon sur ces fronts, bien que le discours de génocide, la planification, est encore présent dans nos médias. Je dois parler de mes expériences. Prote Zigaranyarazo, qui était le soi-disant planificateur central du génocide, était quitté de tout. Parce qu'évidemment, il n'a rien planifié. Il était en fuite pendant la guerre et avant la guerre. Sur le site du tribunal, il y avait un BD sur la planification du génocide qui était envoyé aux enfants mondiaux après l'acquittement de Prote. C'est un peu absurde. Hein? Écoutez, vous avez raison, effectivement. J'ai été témoin de contexte au niveau du TPR. C'est peut-être une simple coïncidence, mais en tout cas, les 3 personnes dont les dossiers, pour lesquels on m'a demandé de faire un témoignage de contexte, ces personnes ont été acquittées et c'est tout bon. Je pense que ces personnes étaient accusées excessivement. On mettait à leur charge des choses qu'elles n'avaient jamais faites ou alors des choses qui se sont passées au moment de leur absence du Rwanda. Tout ça, c'est vrai, ça donne matière à réfléchir. Alors, j'aimerais poser une dernière question parce que lorsqu'on parle d'ordonner, c'est-à-dire le mécanisme résiduel, le tribunal, en fait, a ordonné au Niger de faire ceci, de prendre telle mesure. Quelle est la force d'un tel ordre? Est-ce que le Niger est obligé d'appliquer ça? Tel ordre, ils sont obligés de le respecter. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est quoi le recours? Le recours contre une telle chose n'est pas évident. C'est un problème diplomatique, un problème aux Nations Unies, un problème de la relation avec le Conseil de sécurité. Je ne veux pas entrevoir la possibilité même qu'ils ne peuvent pas respecter cet ordre-là. Ils doivent respecter cet ordre-là, tout comme un policier qui m'ordonne de ne pas conduire quand j'ai pris 3 verres de vin. Je ne peux pas. C'est tout. Vous avez pleinement raison. C'est peut-être le lieu de nous adresser à nos frères nigériens, aux autorités nigériennes. Après tout, les 8 personnes qui sont au Niger, les 8 compatriotes rwandais, n'ont rien fait contre le peuple du Niger, ni contre le gouvernement du Niger. Pourquoi le Niger s'acharnerait-il contre ces Rwandais qui ont été acquittés ou libérés par le tribunal international? À moins qu'il y ait des raisons inconnues de nous, à moins qu'il y ait eu des arrangements autres, mais nous pensons effectivement que le Niger, qui est un pays quand même qui respecte, moi je connais un peu le Niger, c'est un pays sérieux, les Nigériens sont des gens sérieux. En Afrique, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui se comportent comme les Nigériens, c'est vraiment des gens exemplaires, normalement. Donc on les invite à quitter ce sillon incompréhensible qui ne représente pas l'opinion du peuple nigérien et laisser les Rwandais passer le temps qu'il faut là-bas, éventuellement même prolonger leur séjour, puisqu'ils ont choisi ce pays. J'aimerais mettre aussi que vous puissiez adresser un message, si possible, à notre communauté, je veux dire aux activistes rwandais, aux partis politiques rwandais, de l'opposition surtout parce que c'est eux qui ont soutenu la demande de justice en direction du Niger et du mécanisme résiduel. Qu'est-ce que vous dites
aux activistes rwandais des droits de l'homme, aux partis politiques de l'opposition? Et quel message adressez-vous éventuellement aussi à des gouvernements comme celui de la France, du Canada, de Norvège, pour que ces gouvernements agissent dans le bon sens, pour qu'ils reçoivent les pères de famille dont les femmes, les enfants sont déjà dans ces pays-là depuis une dizaine d'années ou plus? Mais une des priorités devrait être que M. Macron invite Kagame de ne pas exiger la déportation des 8 Rwandais du Niger, parce que ça vient de la France coloniale qui essaie de reprendre ses colonies par différents moyens directs ou indirects. Alors, ça, c'est une première chose que les organisations devraient faire. Deuxièmement, il est important pour les gouvernements occidentaux de lâcher prise un peu sur les Rwandais, essayer de respecter les résultats du droit international, des principes, et dans les esprits de réconciliation, de permettre à tous les Rwandais d'être réunis avec leurs familles. Et les procès qui se font actuellement, il y a des procès en Norvège, j'ai déjà visité les familles en Norvège et en Suède. Ces procès ne sont pas justes non plus parce qu'on fait venir les témoins et les juges j'ai compris, les juges qui ne connaissent pas trop la culture rwandaise ont tendance à accepter aveuglément les histoires. Ça, c'est à revoir au fond, totalement, parce qu'il y a des gens que vous devez connaître qui sont en prison, en Norvège, en Suède, au Canada. L'autre chose, je pense, et j'inviterai vraiment aux organisations rwandaises d'être plus actifs au sein de l'Afrique. Kagame ratisse large, je ne suis pas un expert, OK, mais il ratisse large. Je sais qu'il est très impliqué avec le TPLF en Éthiopie, qui heureusement est en train de perdre, probablement, mais c'est une guerre terrible. Et l'année qui arrive au mois d'août, il y a les barreaux africains, l'African Bar Association, qui se réunit à Malawi du 4 au 7 août. Moi, j'ai assisté à beaucoup de leurs rencontres. C'est un lieu de discussion très ouverte. Et j'inviterai aux activistes rwandais, les partis politiques, des juristes, des gens en politique, d'assister à cette rencontre. Il y a de la place à discuter et de parler aux pays. Je sais que les Burundais sont allés en Nigeria lors de 2016-2017. Les représentants burundais sont allés lors de la crise qui s'est réglée un petit peu au Burundi, au moins. Et le cas de Paul Rusesabagina, c'est un plaid sur toute l'Afrique, tout comme le cas de plusieurs autres personnes comme Léo Mugesera et plusieurs autres personnes dont je ne maîtrise pas tous les dossiers et je ne veux pas, je connais Jean-Claude Serboka, je ne maîtrise pas tous les dossiers, mais les déportations au Rwanda et les procès assez faibles qui se font au Rwanda, l'emprisonnement des activistes politiques, des gens dans le monde musical que vous connaissez, ce sont des choses qui doivent être connues à travers l'Afrique. Vous avez une culture riche et je dois dire moi-même, ici au Canada, je rencontre des Rwandais qui sont venus récemment, surtout des Hutus instruits, qui, je suis très content de les connaître et la vivacité de la population rwandaise n'est pas morte. Ça, c'est ma lecture. Peut-être je me trompe, mais le caractère généreuse et intelligent de la population rwandaise n'est pas absente du tout en autant que je connaisse les réfugiés qui sont arrivés au Canada et que je fréquente par hasard ou dans différents forums ici. Donc, il y a aussi le prix de Victoire Ingabire.
par la madame, je ne suis pas capable, Yokohama, la madame de Japon qui a fait beaucoup de travail. Elle a gagné le prix et j'ai écouté l'entrevue de Phil Taylor au Taylor Report avec elle. C'était formidable. Mais Phil Taylor l'a interviewé et elle a capté un aspect de l'exil des Rwandais en exil qui sont tellement louables comme population, qui ont préservé tous les atouts qu'ils avaient après, avec l'indépendance des années 70-80, ils ont été décapités. Mais moi, j'ai l'impression que des Rwandais en exil sont très ambitieux, ils travaillent bien. Moi, je suis très touché par ça. Et l'entrevue que Phil Taylor a fait avec elle est formidable. J'invite les gens à chercher sur le Taylor Report. Taylor Report en anglais, là, c'est beaucoup d'informations, tout comme le Pia Papineau que mon frère fait ici à Montréal avec beaucoup d'histoires rwandaises. Écoutez, maître, je vous remercie beaucoup. Évidemment, n'oublions pas de recommander que chaque fois qu'on défend la justice et qu'on défend la vérité, il faut aussi dire toute la vérité, y compris sur les crimes commis par Paul Kagame et son régime depuis déjà à l'époque de la rébellion pendant la guerre, donc 90 à 94, et aussi après. On doit donner les deux versants de l'histoire pour que le monde sache que cette personne, ce général, ce chef d'État qui ratisse large, comme vous avez dit, c'est d'abord et avant tout un criminel, un génocidaire. Nous, c'est comme ça qu'on le dit, parce que nous mettons sur son compte plusieurs génocides dans la région. Absolument. C'est une chose qu'il faut absolument recommander, il faut que tout le monde le fasse, qu'on continue d'insister, qu'on ne dise pas c'est un chef d'État, il est inattaquable, il a l'immunité. L'immunité, ça a une fin. Il faut qu'un jour ou l'autre, la justice fasse son travail. Je vous invite maintenant à dire un mot de la fin pour nous acheminer vers la clôture, plutôt la fin de notre émission, justement. Si vous avez un mot de la fin à dire, la parole est à vous, maître. Bon, alors, c'est dur parce que je me sens un petit morceau de sable, un grain de sable dans toute cette grosse machine de résistance. Je sais que les gens autour de nous au Canada sont plus engagés que jamais de lutter, que nous allons lutter pour les 8 au Niger, nous allons lutter pour Jérôme Bichimumpaka et nous allons appuyer Paul Rusesabagina et tous les autres injustices et nous invitons aux Rwandais de s'impliquer. Moi, je le sens en Afrique, un réveil. Nous le savons tous, il y a un réveil et Kagame devient un peu le gendarme de l'Occident avec toutes les nuances qui s'imposent. On a un grand avenir au niveau mondial. Maître, je vous remercie beaucoup et très probablement à une prochaine occasion parce que, comme vous l'avez si bien suggéré dès le début de notre émission, on parlera de l'ensemble de la question judiciaire. Depuis 1994, je sais que vous avez participé à plusieurs procès, que vous êtes un grand connaisseur du déroulement, des conséquences de ce TPIR qui nous a tant donné d'espoir dès le départ et puis qui nous a tant déçus lorsqu'on a compris que ce tribunal n'était là que pour les vainqueurs. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Et le bonjour à tous nos amis et à Robin Philpot qui est aussi une bon. Merci. Bonne journée à vous et votre famille. Merci. Bye. Bye bye. aho hantu ni hemwa bagenzi mwe hataba abagome ni haba urugomo ni amazi mwe ni habe
ishyari numvise ku isi muyizenguruka muturangire rwose tugeyo